Donc, je vous disais bonjour à toutes et à tous et je vous remerciais d'être nombreux et nombreuses ce soir, pour cette nouvelle édition des Mardis de la Clé. Je crois savoir que nous battons un record du nombre d'inscrits pour cette rencontre qui est intitulée Communardes 1879, les femmes de la commune, enjeux nationaux et internationaux. Alors, vous le savez, nous célébrons le 150aire de la Commune de Paris et qui n'a duré que 72 jours. Je parle sous le contrôle de nos spécialistes. Enfin, jusque-là, ça devrait aller. Mais ça a été effectivement un moment historique d'une ampleur exceptionnelle et avec des enjeux innombrables. Donc, à la clé, nous avons voulu porter notre regard sur le rôle et la place des femmes dans la Commune de Paris. Et donc, sans plus attendre, pour nous le rappeler, nous avons l'immense honneur et l'immense bonheur d'accueillir Michel Perrault, qu'on ne présente plus, et puis là, tout le monde vous connaît encore mieux, mais enfin, c'est vrai que vous êtes une des plus grandes historiennes contemporaines, de nos plus grandes historiennes contemporaines, que vous êtes une pionnière mondialement reconnue de l'histoire sociale, de l'histoire des ouvriers, de l'histoire des marches, et surtout pour ce qui nous intéresse ce soir, mais de manière globale et mondiale, sur l'histoire des femmes et du genre. Donc, de la somme que vous avez dirigée avec Georges Duby sur l'histoire des femmes en Occident, en 5 volumes, je crois, au chemin des femmes qui recueille un choix des textes dans votre œuvre de plus d'un demi-siècle de recherche et d'engagement. Je crois qu'on peut dire que vous avez permis de briser les silences de l'histoire des femmes et que vous avez permis aux femmes, à toutes les femmes, d'être mieux armées pour faire entendre cette voix qu'elles ont tant de mal à faire entendre. Merci donc Michel Perrault infiniment d'être avec nous ce soir. Vous nous présenterez une introduction générale sur la situation à la fin du Second Empire et sur le rôle et la place des femmes dans la Commune de Paris. Nous accueillons aussi Catherine Chadefaux, historienne également, spécialiste. Alors, est-ce qu'on peut voir Catherine à l'écran? Voilà, très bien. Merci. Nous accueillons donc, elle est historienne également, mais spécialiste, elle, de l'Égypte ancienne. Donc, on aura l'occasion de faire peut-être une petite rencontre sur l'Égypte ancienne jusqu'à l'Égypte d'aujourd'hui, pourquoi pas, et sur les femmes en Égypte. Et que vous soyez spécialiste de l'Égypte ancienne, ça ne vous empêche pas de vous intéresser en particulier à l'histoire des femmes et aux femmes dans l'histoire, en particulier ici, les femmes de la commune. Donc, Catherine Chadefaux, vous avez choisi de faire un zoom avant sur 6 femmes de la commune, dont vous brosserez le portrait. Merci à vous d'être avec nous. Nous accueillons enfin votre complice, Catherine, la comédienne, autrice et metteuse en scène Blandine Métayer. Blandine est là, parfait. Qui a la gentillesse de nous prêter son talent pour nous dire quelques extraits choisis des paroles de femmes de la commune, en commençant, je crois, par Louise Michel. Merci Blandine, qui est non seulement votre complice Catherine, mais la nôtre pour bien des événements que nous faisons, où elle a la gentillesse de toujours répondre présent quand nous souhaitons avoir une comédienne qui illustre avec talent nos événements. Merci donc à vous 3 d'être là. Merci à toutes et à tous de participer à ce moment très, très particulier où on est très, très fiers et très contents et je dois dire que je suis un peu impressionnée, Michel, par vous notamment. Je ne suis pas impressionnée par les ministres, par les stars, etc. Mais je suis très impressionnée par des gens comme vous. Voilà, je le dis, c'est dit. Voilà. Alors, Michel Perrault, donc vous allez nous présenter une introduction générale sur la situation à la fin du Second Empire, sur la commune et sur le rôle et la place des femmes dans ce moment historique. Eh bien, Michel Perrault, c'est à vous. Nous vous écoutons. Merci. Merci beaucoup de votre demande
Et merci à toutes, hein, à toutes et à tous. J'espère qu'il y a des hommes aussi qui nous regardent. Et donc, je vais vous parler tout simplement des femmes dans la commune. Les femmes sont les oubliées de l'histoire, hein, ça c'est une grande affaire. Mais les communardes, ou communeuses, selon les cas, sont particulièrement oubliées, hein. On les connaît mal. Pourquoi les connaît-on mal? On va voir qu'il y a un problème de source, qu'on n'est pas toujours bien informé sur elle. On connaît Louise Michel. Ça, je crois que tout le monde connaît Louise Michel, d'abord parce qu'elle a duré longtemps, elle est morte en 1905 ou 1906, et qu'elle a eu un rôle bien après la Commune, naturellement. Et puis aussi parce que la mémoire de ces femmes, les communardes, a été brouillée, et brouillée par les mauvaises images qu'on a d'elles, les pétroleuses, celles qui ont mis le feu et qui par conséquent correspondent à un petit peu l'image de la folie des femmes qui allument le feu en quelque sorte. Et pourtant, des poètes les avaient célébrées. Rimbaud, Les mains de Marie-Jeanne, hein, Verlaine, Louise Michel est très bien, écrit-il, et naturellement Victor Hugo, Virgo Major. Mais tout ça n'a pas empêché qu'elle soit niée, stigmatisée, caricaturée véritablement, vilipendée, comme je disais, sous l'image des pétroleurs. Et pourtant, la commune est une expérience importante. Elle se situe dans les autres expériences du 19e siècle. À chaque fois qu'il y a une rupture dans l'histoire, une révolution ou un événement important, on voit les femmes, des femmes, se lever et dire « et nous », en quelque sorte. Ce fut bien entendu le cas en 1789, est-il besoin de le rappeler, mais aussi en 1830, en 1848, où c'était le droit de vote qui était la chose la plus importante. Et dans la commune, qui, on le redira tout à l'heure, n'a d'ailleurs pas tellement insisté sur le droit de vote. Autrement dit, c'est une expérience importante, mais qui se situe dans une continuité de la revendication des femmes. Et ce qui est intéressant dans la commune, c'est que ce sont des femmes du peuple, hein, des femmes du peuple, des femmes ouvrières. En 48 aussi, hein, il y avait beaucoup de femmes ouvrières, mais peut-être plus importantes encore en 1871. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas tellement des communardes et qu'elles sont un petit peu dans un brouillard de l'oubli? D'abord, il y a un problème de source, hein. Euh, les sources manuscrites, les sources d'archives, disons, sont nombreuses pourtant. Il y a des sources judiciaires avec lesquelles Jacques Rougerie a travaillé beaucoup. Mais justement, sur les femmes, il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu environ 1 millier de femmes qui ont été poursuivies pour la commune, et on en parlera tout à l'heure, mais leurs dossiers sont moins nombreux et moins épais que pour les hommes. On verra les raisons tout à l'heure. De manière générale, elles disaient, après la commune, enfin quand on les a poursuivies, qu'elles n'avaient pas fait grand-chose, qu'elles s'étaient laissées entraîner par leur mari, ce qui était de bonne guerre, hein. Il fallait maintenant qu'elles retrouvent leur foyer. Mais du coup, eh bien, il n'y a pas énormément de choses dans les dossiers, et il faut dire que la justice aussi ne souhaitait pas tellement les poursuivre, elle voulait plutôt les renvoyer un peu vers leur foyer. La justice s'est surtout attaquée aux hommes, hein, aux communards. Donc, tout ça fait qu'il n'y a pas grand-chose sur elles. Alors, d'autre part, malgré tout, il y en a malgré tout, il y a eu des témoignages, et des témoignages extrêmement intéressants. Bien entendu, il y a les mémoires de Louise Michel. Je vais d'ailleurs vous les montrer parce qu'on vient de les rééditer. C'est une très belle réédition qui a été faite dans la collection Folio Histoire chez Gallimard. Donc, c'est très accessible, très, très intéressant. Mais ce qui est
tout à fait passionnant, c'est que Louise Michel, au fond, elle ne parle pas tellement de la commune. Bon, elle parle beaucoup plus de la Nouvelle-Calédonie, où elle a été déportée et où elle a eu une action tout à fait remarquable. Mais il y a quelques autres témoignages. Par exemple, il y a Victorine Brochier, hein, qui a publié, Brochon, pardon, Souvenir d'une morte vivante. C'est paru dès 1909 et ça a été réédité depuis avec une préface de Lucien Descaves. Augustine Blanche-Cotte, Tablette d'une femme pendant la Commune, publié il y a déjà assez longtemps également. Mais enfin, il y en a certainement encore beaucoup plus. Donc, des témoignages peu nombreux, malgré tout, des dossiers judiciaires pas tellement fournis, c'est ainsi. Hein. Donc, tout ça fait que leur connaissance est relativement difficile. Ceci dit, il y a eu des travaux sur elle. Et comme travail pionnier, je voudrais tout de suite citer le livre d'Édith Thomas qui s'appelle Les Pétroleuses, avec des guillemets. Et je voudrais saluer ce livre et cette historienne qui est morte, décédée depuis longtemps, mais qui a été véritablement une pionnière, hein, parce qu'elle a publié ce livre dans les années 50. Lui aussi vient d'être réédité dans la même collection Folio Histoire chez Gallimard. Et c'est passionnant, c'est tout à fait passionnant. Elle a été une des premières, elle était archiviste, Édith Thomas. Alors elle connaissait évidemment très très bien les archives et leur fonctionnement. Elle a été la première à aller chercher les dossiers des communardes dans les archives judiciaires et militaires également, puisque évidemment l'armée est intervenue beaucoup dans cette affaire-là, et ce livre est magnifique. Hein, et tout le monde s'y puise, parce qu'il n'est absolument pas démodé, et on peut en effet y puiser beaucoup. Et puis alors, bien sûr, les grands travaux de Jacques Rougerie. Hein. Jacques Rougerie, qui est un de mes contemporains, a été un des premiers historiens à s'attaquer à la commune. Il a fait sur les communards des travaux absolument remarquables et il a publié dans un recueil un article sur les femmes dans la commune. Et ça a été publié dans le recueil publié par Christine Forêt et qui s'appelle Encyclopédie politique et historique des femmes. C'est paru en 1967 et l'article de Jacques Rougerie est tout à fait fondamental. Alors, bien entendu, depuis, il y a eu d'autres travaux. Il y a eu des travaux, notamment anglo-saxons, hein, notamment Caroline Echner, Surrounding the Barricades, Women in the Commune de Paris, publié en 2004. Et il y a une traduction française qui vient d'être faite il n'y a pas très longtemps. Bien entendu, il y a eu des biographies sur Elisabeth Dmitriev, il y a déjà un certain temps, sur André Léo. C'est plus récent, parce que André Léo a été une de ces communardes oubliées alors qu'elle était une femme tout à fait considérable. Et puis, il y a des études dans les ouvrages récents qui ont été publiés sur la commune, par exemple, sous la direction de Marc César et Laure Godineau, La commune de 1871, une relecture. C'est un ouvrage passionnant. La conférence qu'elle fait, je pouvais y accéder. Où il y a une étude sur les communards. Voilà. Autrement dit, dans la bibliographie, on trouve quand même pas mal de choses sur les femmes dans la commune. Alors, ce dont je voudrais vous parler d'abord, c'est de la situation des femmes dans Paris, hein, dans la France bien sûr, mais surtout dans Paris à la fin du Second Empire. Parce que les femmes de la commune, c'est les femmes du Paris de la fin du Second Empire. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu, entre les années 1860, 1870, un fort développement
de Paris. Il y a eu naturellement les travaux d'Haussmann, les bouleversements créés par Haussmann, mais il y a eu aussi un développement économique et urbain tout à fait remarquable, avec des industries de luxe, notamment la mode, l'habillement, etc. Et tout cela employait beaucoup de femmes, hein, notamment des femmes dans la couture. Il y avait des ateliers de couture, il y avait également beaucoup de choses sur le linge, les classes aisées faisaient nettoyer leur linge, etc. etc. Donc, il y a des femmes couturières, blanchisseuses, repasseuses, etc. Et toutes ces femmes-là, eh ben, on va les retrouver dans la commune. C'est elles qui sont les âmes de la commune. Et par exemple, Rougerie nous dit que parmi les femmes poursuivies pour la commune, il y a 70% à peu près de femmes qui étaient liées au milieu de la couture. C'était surtout les couturières qui étaient très importantes. Donc, développement économique, développement de certains métiers de femmes, pas très bien payés, mais en même temps extrêmement présentes, et puis développement de l'instruction. Paris est quand même en avance sur les autres villes et sur la France en général. Il y avait toutes sortes de petites écoles, publiques ou privées, d'ailleurs religieuses souvent. Le Second Empire aimait bien l'Église catholique, alors il y avait pas mal d'écoles religieuses, toutes sortes de petites écoles qui faisaient que les femmes qui le voulaient, le pouvaient naturellement, avaient accès à l'instruction. Et c'est un thème passionnant que les communards vont reprendre beaucoup. Et Louise Michel, dans ses mémoires, nous raconte, elle-même était institutrice à la fin du Second Empire, déjà, à la fin du Second Empire. Et elle nous raconte les réunions qu'il y avait entre femmes institutrices à la fin du Second Empire. Et elle donne une image extrêmement vivante de ces jeunes institutrices qui se retrouvaient dans les cours du soir pour avoir accès à une meilleure culture et qui après allaient dîner entre elles et rentraient timidement chez elles avec un petit regard apeuré, parce qu'il faut dire que la ville le soir n'était pas recommandée pour les femmes, hein, et que donc elles avaient toujours une petite crainte de rentrer chez elles. Louise Michel, non, parce que Louise Michel, c'est une femme hardie et une femme qui n'a pas peur, elle n'a jamais peur, Louise Michel, c'est le contraire de la crainte, le contraire de la peur. Donc, cette fin du Second Empire est une période active pour les femmes, et je dirais même pour le féminisme, hein, qu'on n'appelait pas encore comme ça. Vous savez bien que le mot féminisme n'apparaît qu'à la fin du 19e, c'est-à-dire encore des années plus tard, après la Commune. Mais il y avait un féminisme, il y avait des associations, il y avait des ligues qui revendiquaient beaucoup pour les femmes. Par exemple, il y avait une association où le droit des femmes, hein, le droit des femmes, ça c'était très important, avec André Léo, Maria de Rème, Madame Reclus, la femme du grand Élisée Reclus, Madame Jules Simon, hein, Paul Mink, Louise Michel et beaucoup d'autres. Et par conséquent, ces femmes n'étaient pas isolées, elles avaient des alliés parmi les hommes. J'en citerai deux, Léon Richer, qui est un féministe plutôt franc-maçon, et Victor Hugo, le grand Victor Hugo, qui apportait naturellement beaucoup de soutien à ces femmes. Et ces femmes se réunissent, elles essaient de lancer un journal, elles réfléchissent, elles organisent des réunions. Il y a une effervescence là. C'est dire que la commune ne naît pas de rien. Elle naît déjà de ce féminisme de la fin du Second Empire, qui est un féminisme intelligent, développé, conscient de lui-même, et qui va nourrir, en quelque sorte, la pensée des femmes de la commune. Autrement dit, ce n'est pas du tout étonnant
que les femmes, que les communardes aient eu une pensée, une action et des revendications, c'était déjà le cas à la fin du Second Empire, et ce sont souvent les mêmes femmes qui vont s'exprimer à travers la commune. Voilà par conséquent ces femmes de la fin du Second Empire qui vont nourrir la commune. Nourrir la commune. Alors, comment est-ce que les femmes entrent dans la commune? Alors là-dessus, on a des récits, notamment par Lizzie Garay. Lizzie Garay est un des premiers historiens de la commune. Il a écrit très vite une histoire de la commune et il insiste beaucoup sur le rôle des femmes à Montmartre, le 18 mars, au moment où le gouvernement déjà versaillais veut transporter les canons pour en empêcher les classes populaires, dont on sent bien qu'elles ne sont pas du tout d'accord avec le traité de paix. Enfin, ce n'est même pas encore un traité, c'est un armistice. Et ces classes populaires parisiennes pensent qu'il faut continuer la lutte. Il ne faut pas s'aplatir devant les Prussiens. Il faut continuer et il faut se battre. Autrement dit, la commune commence par une action patriotique. Et ensuite, elle devient une révolution sociale et socialiste. Mais d'abord, elle est une insurrection patriotique. Elle est une résistance. Elle est une véritable résistance. Or, les femmes sont très importantes. Elles sont là. Montmartre, c'est très populaire. C'est là qu'habite Louise Michel. Elle se retrouve tout naturellement. Et on veut empêcher les canons de partir. Et alors, on n'y va pas de main morte. Violence. Les femmes sont capables de violence. Elles ne sont pas toutes seules. Mais on exécute, on exécute, oui, deux généraux, le comte et Thomas, les généraux Lecomte et Thomas, qui voulaient absolument évacuer ces canons de la ville de Paris. C'est ainsi que commence la commune. Elle commence à Montmartre, elle commence avec le peuple parisien patriote, et avec des hommes et des femmes très nombreuses, parmi lesquelles Louise Michel, qui est là, dans son quartier, la commune. Et c'est comme ça que tout commence, et très vite, puisque comme on l'a rappelé tout à l'heure au début, ça ne va pas durer longtemps. Et par conséquent, chaque jour compte, chaque heure compte. Et que va-t-il se passer? Comment, une fois déclenchée la commune, ces femmes vont-elles se manifester, les communardes, celles que nous appelons les communardes? Eh bien, elles vont se manifester de différentes manières. Elles vont se manifester par la parole, elles vont se manifester par l'action, elles vont se manifester par les armes. C'est ça les choses très importantes. Alors, par la parole d'abord, ces femmes parlent. On dit toujours que les femmes ne parlent pas, et bien là, elles parlent. Elles ont même une espèce de joie à prendre la parole. Elles font des clubs, un peu comme en 1848, comme en 1789. Il y a une espèce de continuité dans les formes de la manifestation. Et où est-ce qu'elles organisent ces clubs? Eh bien, dans les églises, parce que les églises sont un petit peu mobilisées. Elles sont, mobilisées en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que le peuple de Paris, à cette époque-là, est volontiers très anticlérical. Les communardes sont très anticléricales et par conséquent, elles trouvent que c'est très bien de prendre les églises, de monter en chaire. Elles montent en chaire et du haut des chaires qu'elles ont ainsi prises, en quelque sorte, elles parlent. Elles parlent, et quelle est leur parole? Est-ce qu'on la connaît? Oui, on la connaît parce que les journaux les reproduisent. Plus que dans les archives, ce sont là les journaux de la commune qui donnent leur parole. Et leur parole, est-ce qu'elle est
vraiment féministes. Eh bien, peut-être je vais vous décevoir, pas tant que ça. Pas tant que ça parce qu'elles se sentent porte-parole du peuple, c'est-à-dire des revendications de tout le peuple. Ce qu'elles veulent faire, c'est une révolution. La République, ah oui, elles sont très républicaines. La République et la Révolution, voilà ce qu'elles veulent. Et il y a une certaine abnégation, peut-être excessive, des communardes à ne pas parler tellement d'elles, mais à parler du peuple dans cette révolution qu'elles veulent faire. Et André Léo, qui est une communarde, mais qui est une communarde critique, dit « Ah, c'est une révolution sans les femmes ». Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Eh bien, elle dit cela parce que on a mis sous le boisseau une des revendications féministes, le droit de vote, hein, qui était revendiqué pourtant en 1848. Il n'y a pas dans la commune de revendication des femmes pour le droit de vote. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, justement parce qu'elle voulait se couler en quelque sorte dans le peuple lui-même. Cependant, malgré tout, elle parle d'elle, il ne faut pas exagérer. Mais qu'est-ce qu'elle revendique? Elle revendique l'instruction. C'est ça qui les préoccupait déjà, ces femmes, à la fin du Second Empire, et qui continue de les préoccuper. Mais en même temps, il y a chez elles une réflexion sur l'éducation en général, pas seulement pour les femmes, mais pour tout le monde. Elles veulent une éducation laïque. Anticléricales, elles sont vraiment très attachées à la laïcité. C'est cette laïcité qui fait qu'on ne parlera pas de Dieu à l'école. L'école n'est pas faite pour ça, l'école est faite pour autre chose. Elles veulent une éducation intégrale, c'est-à-dire que non seulement on parle de questions intellectuelles, mais qu'on parle de métier, qu'on parle d'apprentissage, qu'on apprenne à manier les instruments. Elles veulent véritablement une éducation de tous les sens aussi. Elles veulent qu'on parle de la nature. Louise Michel était très attentive à ça. Louise Michel, la nature, les animaux, c'était quelque chose qu'elle voulait. Les sciences naturelles, on dira plus tard. Allez, on disait déjà à l'école. Autrement dit, vraiment quelque chose d'un petit peu universel, d'intégral. Elles veulent l'égalité entre les garçons et les filles. Alors là, oui, hein, qu'il y ait la même instruction pour les petites filles et pour les petits garçons. Et malheureusement, l'école républicaine ne reprendra pas nécessairement toujours les revendications des communards. Donc, vraiment une très très grande importance qui est accordée à l'instruction. Et puis, elles revendiquent pour le travail. Alors ça, le travail, elles sont des ouvrières. Donc, le travail importe beaucoup pour elles. Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent accéder à tous les métiers. Il y avait des métiers féminins, des métiers que pratiquaient les femmes. Elles disent, mais nous voulons accéder à tous les métiers. Et comme nous voulons accéder à tous les métiers, nous voulons une éducation professionnelle très importante pour justement accéder à l'ensemble des métiers. Et puis, elles veulent des droits égaux. Alors ça, c'est un autre type de revendication, j'allais dire plutôt civile, si vous voulez, qui est les mêmes droits pour les femmes qui vivent en concubinage et les femmes qui vivent dans un mariage légal. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elles demandent ça? Eh bien, elles demandent cela parce qu'il y avait une espèce de culture populaire du concubinage. Hein. Jacques Rougerie nous dit dans ses livres qu'il y avait probablement 30% des femmes de la classe ouvrière qui vivaient en concubinage. C'est donc une minorité importante, c'est vraiment très important. Elle dit, si on donne des secours aux femmes veuves des communards qui auront été battus, qui auront été
qui seront morts, dans l'insurrection. Et bien qu'on les donne à égalité pour les femmes mariées légitimement et les femmes en concubinage. Et de même pour les enfants naturels. Hein. S'il y a des enfants naturels, qu'ils aient les mêmes droits que les enfants dits légitimes. C'est très intéressant parce que ça montre une volonté de subvertir un petit peu les barrières de la légitimité, en quelque sorte. Alors donc, vous voyez, il y a des revendications extrêmement intéressantes pour la parole des femmes et leurs droits et leurs revendications. Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est, j'ai dit la prise de parole, mais la prise des armes. Et il faut rappeler que les femmes étaient exclues des armes depuis bien longtemps. Hein. La Révolution française, déjà, avait demandé que les femmes aux armées, allez, on n'en voulait plus. Il fallait qu'elles quittent les armées. Pourquoi? Parce que la place des femmes n'est pas dans les armées. La place des femmes est au foyer. Elles doivent s'occuper des enfants, du foyer, de la cuisine, du ménage, les rôles des femmes. La Révolution française et la République, les républiques successives, ont eu une idée extrêmement forte de la division sexuelle des rôles. Hein. Le public pour les hommes, le privé pour les femmes, certes, sous le contrôle des hommes, toujours. Hein. Mais donc les armes, non, ce n'est pas pour les femmes. Et ceci dit, à chaque fois qu'il y a eu une révolution, une émeute, les femmes demandaient les armes. Un des exemples les plus célèbres, c'est les Vésuviennes en 1848. En 1848, les Vésuviennes avaient revendiqué les armes, avaient mis une espèce d'uniforme militaire, avaient brandi des épées. On s'était beaucoup moqué d'elles, hein, beaucoup, beaucoup. Mais sous la Commune, les femmes disent « et nous voulons nous battre ». Et on les trouve sur les barricades. Il y aura même une dernière barricade, la Commune, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'a pas duré longtemps. Il y aura une barricade qui est particulièrement célèbre, la barricade de la Place Blanche. Hein. On est toujours un peu dans ces quartiers, pas très loin de Montmartre, ou quartiers très populaires où les femmes sont présentes. Et bien, cette barricade a été entièrement tenue par des femmes, entièrement. Il y en a eu plusieurs qui ont été tuées dans cette barricade à l'égal des hommes. Et Louise Michel, qui était particulièrement ardente, affranchie, disait aussi ça. Et Louise Michel, alors elle était très amusante. Louise Michel est une femme qui a beaucoup d'humour. Hein, et elle avait une robe et elle avait comment dire, un habit militaire, garde nationale, tout à fait. Et elle changeait. De temps en temps, elle mettait sa robe. Quand elle voulait aller parler à des femmes dans un club, alors elle mettait sa robe. Et puis quand elle voulait aller se battre, alors elle mettait son uniforme militaire. Et elle était très fière de ça, très très fière. Elle a revendiqué cela et elle disait d'ailleurs, avec son habit militaire, cette bête de question de sexe est résolue. Hélas, non, elle se trompait, Louise Michel. Mais elle pensait que du moment qu'elle pouvait combattre comme les hommes, la bête de question de sexe, comme elle disait, est résolue. Et devant les tribunaux, Louise Michel revendiquera très fort son rôle de combattante militaire, hein, alors que beaucoup d'autres femmes ont dit non, non, moi j'ai jamais porté les armes, j'ai jamais tiré un coup de feu. Louise Michel dira, moi j'ai tiré, hein, moi j'ai tiré des coups de feu, donc condamnez-moi et tuez-moi. Hein. Elle revendiquera tout cela. Par conséquent, il y a la parole, il y a les armes, il y a les revendications, et on voit ces femmes partout, au fond. Hein. Et ceci étant, je parle des armes, mais en réalité, dans la réalité quotidienne de la Commune, elles ont joué leur rôle traditionnel de femmes aussi.
Elles étaient ambulancières, elles étaient cantinières, elles étaient infirmières. Et l'association la plus connue qu'elles ont fondée sous la Commune, c'est une association qui s'appelle Association l'Union des femmes pour la défense de la Commune et pour le secours aux blessés. Et on voit bien qu'elles continuent d'assumer, de revendiquer, voire d'assumer leur rôle habituel de ce qu'aujourd'hui nous appellerions le care, c'est-à-dire le soin, véritablement. Et ça, c'est peut-être ce qu'elles ont fait surtout pendant la Commune, même si elles revendiquaient des armes, elles étaient là, cantinières, ambulancières, infirmières, la fameuse trilogie des soins qu'elles ont donnés aux communards. Donc, elles sont très présentes dans la vie quotidienne, sur les barricades, jusqu'au bout, absolument. Et vous allez me dire, mais est-ce qu'elles ont été réprimées, ces femmes? J'allais dire oui, et je vais dire non aussi. Et c'est intéressant de voir pourquoi. D'abord, oui, plusieurs ont été tuées, notamment sur cette fameuse barricade de la Place Blanche, où il n'y avait pas de quartier pour les femmes. 1 millier ont été arrêtés et traduits devant les tribunaux. Et là, devant les tribunaux, un certain nombre d'entre elles, comme Louise Michel, comme André Léo, non. André Léo, elle s'est exilée. Elle a réussi à fuir. Il y a un certain nombre de communardes, comme de communards d'ailleurs, qui ont bien fait de choisir l'exil pour échapper évidemment au drame qui allait venir. Mais un certain nombre d'entre elles ont donc été traduites. Nathalie Lemel, par exemple, ont été traduites devant les tribunaux, ont revendiqué leurs actes, dont Louise Michel. Alors elle, Louise Michel, d'ailleurs, elle y va. Louise Michel, devant ses juges, elle est extraordinaire. Elle dit oui, j'ai tiré. Oui, j'ai tiré sur les Versaillais. Tuez-moi. Allez-y, tuez-moi. Et elle dit, son modèle, c'était Ferré. Elle était très liée à un communard qui s'appelait Ferré, qui a joué un très grand rôle, qui a eu cette attitude-là, qui a d'ailleurs été exécuté dans les premiers jours qui ont suivi la chute de la Commune. Alors elle aussi, c'était comme ça. Mais les tribunaux ne tenaient pas à condamner les femmes. Ils ne tenaient pas à condamner les femmes. D'abord, c'est une espèce de différence des sexes, comme ça. On ne va pas reconnaître les femmes dignes, au fond, d'être punies parce qu'on estime qu'elles sont irresponsables. Il y a une grande tradition qui veut que les femmes sont des mineurs, elles sont comme des enfants, elles sont irresponsables, donc on ne va pas les condamner. On ne va pas les condamner. On va les déclarer qu'elles sont irresponsables et renvoyer à la maison dans leur foyer. Donc, je dirais tant mieux, parce que ainsi, un très grand nombre de communardes ont échappé à l'exécution qu'ont subi leurs camarades et leurs amis. Et par conséquent, mais là, c'est un problème très important. Vous savez bien qu'aujourd'hui, dans les prisons françaises, il y a seulement 4% de femmes. C'est-à-dire que les prisons, c'est les hommes. La prison est un monde d'hommes. Et il y a très peu de femmes en prison et ça pose un véritable problème, j'allais dire, philosophique, en quelque sorte, que nous ne pouvons pas aborder ici. Mais c'est intéressant et la Commune, d'une certaine manière, le vérifie. Alors, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est les incendies de la Commune. La fin de la Commune a été marquée par des incendies très, très importants dans le centre de Paris, les Tuileries, etc. Est-ce que les femmes ont participé à ces incendies? Edith Thomas, qui a étudié la question, dit « je n'en sais rien ». N'est-ce pas? Je n'en sais rien, je n'en ai pas vraiment la preuve, mais enfin, il n'y a aucune raison
qu'elle, qui était vraiment tout à fait décidée, n'ait pas participé aux incendies de la commune. En tout cas, on s'en servira de toute manière pour dire les pétroleuses, c'est-à-dire justement celles auxquelles on attribue les incendies dans la ville, qu'elles en soient responsables ou pas, probablement comme les hommes, à égalité avec les hommes, mais sans qu'on ait évidemment de preuves particulières. Alors, voilà un petit peu ce que, naturellement, il y a des figures qui se détachent de ces communardes. Louise Michel est la plus extraordinaire et sur Louise Michel, on est bien informé puisque, comme je l'ai dit, elle a écrit ses mémoires, elle a vécu longtemps, elle s'est toujours revendiquée de la commune et on peut dire que Louise Michel a été admirée, admirée même par les gens qui ne l'aimaient pas parce que elle avait cet extraordinaire courage, elle avait cette extraordinaire aura, hein, qui la distinguait parmi les autres, et qu'elle est vraiment une figure étonnante. Moi, je sais qu'il y a une espèce de tradition dans ma famille, petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie. Ma mère, qui est morte très âgée, me disait, ta grand-mère que je n'ai pas connue du coup, aimait Louise Michel. Et ma grand-mère est morte en 1915, vous voyez. Donc, c'est une femme des années 1900, tout à fait. Ta grand-mère aimait Louise Michel. J'ai toujours entendu parler dans ma famille de Louise Michel comme quelqu'un de tout à fait remarquable. Voilà donc ce que on pouvait dire là-dessus. Alors, pour conclure, parce que j'ai déjà pris beaucoup trop de temps, est-ce que c'est intéressant cette minorité, cette histoire limitée, parce que ça représente évidemment pas beaucoup de femmes, que ces femmes parisiennes. Oui, bien sûr, mais c'est peu, mais symboliquement c'est fort. Symboliquement c'est fort parce que elles se sont manifestées, elles ont été courageuses, elles ont été hardies, elles ont été, j'allais dire, avant-garde, parce que ce qu'elles disent est très intéressant. Et encore une fois, j'y insiste, ça venait d'une réflexion plus ancienne de la fin du Second Empire. Elles n'étaient pas prises au dépourvu, elles pouvaient parler parce qu'elles avaient déjà réfléchi. Par conséquent, non seulement elles ont fait irruption sur la scène politique, mais elles ont été dans une continuité qui va des femmes de la Révolution à des femmes bien après, hein, et continuité sur laquelle je crois il faut insister. Ce sont les silences de l'histoire qui interrompent cette histoire. Mais faire l'histoire des femmes, c'est montrer à la fois les irruptions, comme la Commune, et les continuités, comme la Commune l'a été aussi. Alors, gloire aux communards, voilà. Merci. Merci beaucoup, Michel Perrault. C'est vraiment magnifique. Voilà, il y a des gens qui vous saluent avec le verre à la main. C'est ce qu'on peut difficilement applaudir. Donc voilà. Merci pour ce magnifique panorama que vous avez dressé. Il y a quelques questions et évidemment beaucoup de remerciements dans le chat. Merci, passionnant, un immense merci, etc. Évidemment. Dans les questions, nous avons une question qui quel écho et quelle forme a pris la commune en région et des femmes y ont-ils joué un rôle reconnu? Ça, c'est une première question. Oui, alors il y a eu des communes, en effet, dans les villes. Marseille, Limoges, Montpellier, quelques autres, Saint-Étienne aussi. Je ne suis pas complète, hein, là il y en a eu plusieurs. On ne sait pas grand-chose sur les femmes dans ces villes-là. Hein. C'est étudié quand même. Peut-être que je manque d'ailleurs d'informations là, mais il y a eu des études très anciennes par Jeanne Gaillard, qui est une historienne qui a été une des premières à étudier les communes régionales.
j'ai regardé ça notamment. On ne sait pas grand-chose sur les femmes dans la commune. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y en avait dans ces communes, mais il n'y a aucune raison de penser qu'elles n'avaient pas un rôle. Elles en avaient certainement un, parce que à chaque fois, ce sont des milieux populaires, hein, et que les femmes dans les milieux populaires sont évidemment intéressantes. Mais vous voyez, je suis un peu courte là-dessus. Alors, merci. Je vais vous poser une deuxième colle, alors du coup, d'une autre question qui est encore plus spécifique en termes de territoire. Quelqu'une dit: «J'habite le Creusot dans le 71. La commune y a duré 3 jours et demi et le maire était Jean-Baptiste Dumay. Y avait-il des femmes?» Je pense que la réponse est la même, c'est qu'on ne sait pas trop quoi. Oui, on ne sait pas beaucoup, surtout sur cette commune du Creusot. Merci à madame, je pense, de Oui. la mentionner parce que c'est très intéressant. Le Creusot, grande usine métallurgique, hein, les Schneider, enfin c'est quelque chose d'essentiel à cette époque-là et ça va continuer évidemment sous la Troisième République. Et le Creusot avait la réputation d'être sage, hein, d'être véritablement, c'était le paternalisme, les ouvriers étaient plutôt mieux payés, mieux, bon, peut-être pas mieux considérés, mais mieux logés qu'ailleurs, etc. Donc, ça avait la réputation de sagesse, et pourtant, il y a eu cette commune de 3 jours au Creusot, ce qui est en effet tout à fait intéressant. Vous parlez du rôle des femmes, c'est peut-être pas mon indifférence, mais mon ignorance qui fait que je ne peux pas vraiment vous en parler et vous dire si on sait beaucoup de choses là-dessus, je ne crois pas, hein. Mais enfin, mon ignorance surtout. Merci. Heu, Autre question qui rejoint la première, heu, est-ce que quels ont été, enfin, quels ont été les échos, quels ont été les impacts, s'il y en a eu, de la commune, au niveau international? Comment est-ce que la commune a résonné, au-delà de la nation? Dans l'immédiat, pas tant que ça, hein. Ça, encore une fois, c'est rapide, c'est court. Mmh. Karl Marx, qui était à Londres, alors donc le milieu londonien, pardon, est très international, très actif, a tout de suite su, tout de suite, hein. Et il a accordé de l'importance à la commune. Engels, plus que lui d'ailleurs, voyait dans la commune comme un espèce de modèle du pouvoir politique du prolétariat, hein. Euh, il y a eu ensuite une tradition communiste de pouvoir politique du prolétariat dont la commune aurait été le premier exemple. Karl Marx a attaché tellement d'importance à la commune qu'il a envoyé, si l'on peut dire, une femme, Elisabeth Dimitriev, dont il va être question tout à l'heure, un petit peu pour établir le lien avec les communards et pour être un peu sa déléguée, sa déléguée en quelque sorte. C'est évidemment intéressant. Ceci étant, Karl Marx n'était pas un grand admirateur du mouvement ouvrier français, curieusement, hein. Il pensait que les Français étaient un peu fous, hein. Une de ses filles, Laura, a épousé un socialiste français, Lafargue, très très connu. Il a écrit Un droit à la paresse, qui est un texte magnifique. Mais Karl Marx est un homme quand même d'ordre, et discipliné, voilà. Et il pensait que quand même ces Français, c'était bien un peu fou. Autrement dit, lui, Karl Marx, ne misait pas beaucoup sur la commune. Il pensait que c'était, oui, un peu fou, quoi, que ça n'allait pas durer. Voilà. Mais ceci dit, c'était quand même un bel exemple et il fallait incorporer la commune à la tradition du mouvement international. Alors, le mouvement ouvrier allemand, lui, lui-même a été sensible à la commune, hein. Et dans la tradition
prochaine de Rosa Luxembourg, il y aura une revendication de la commune comme un modèle que l'on pouvait prendre. Et puis chez les Italiens aussi. Hein. Chez les Italiens, où il y a très rapidement une tradition libertaire, anarchiste, on admire la commune justement comme une espèce de prise de parole du peuple libre, qui s'affranchit de tous les liens et qui proclame son indépendance. Mais je dirais peut-être plus quand la commune aura été vaincue que pendant la commune elle-même, parce que la répression de la commune, avec ses milliers de morts, dont on ne sait pas d'ailleurs le chiffre. Au début, on a dit il y a eu 30 000 morts, les historiens ne sont pas d'accord, ils disent il y en a eu moins que ça. Faut pas non plus, il faut faire une histoire sérieuse, il faut faire une histoire sûre. Hein. Bon, peu importe, il y en a eu, et il y en a eu trop, évidemment. Mais ces morts de la commune vont marquer les esprits et du coup vont donner à la commune une répercussion dans les esprits qu'elle n'a peut-être pas eu sur le moment parce que c'était trop rapide, etc. Voilà. Mais il y a une répercussion internationale de la commune, bien sûr. Mais encore une fois, par la suite, peut-être plus que sur le moment. D'accord. Merci beaucoup. Attention, ce que je voudrais dire, on n'est pas à l'époque de l'Internet. On n'est Oui, pas à c'est vrai. l'époque du téléphone. Ne l'oubliez pas. Hein. C'est vrai. Les gens vont savoir ce qui arrive par les journaux. C'est-à-dire qu'ils apprennent ça presque avec la fin de la commune. Pas en Angleterre, parce que l'Angleterre est à la porte à côté et les communications allaient très vite avec l'Angleterre. Dans les autres pays, vous savez, il fallait du temps pour qu'on le sache. Le temps n'est pas le même que maintenant. Merci beaucoup, Michel Perrault. Merci pour ces questions. Il y a une autre question. Qui, je pense, s'adressera plutôt, à laquelle répondra plutôt Catherine Chadefaux tout à l'heure, puisque c'est sur André Léo et sur le fait que comment comprendre qu'elle soit si peu connue, hormis dans la Vienne. Mais enfin, alors allez-y. Alors allez-y. Il se trouve que j'aime beaucoup André Léo, beaucoup. Et c'est une femme remarquable parce que elle a traversé le temps, vous savez. Sous le Second Empire, elle a été très importante. Hein. Elle écrivait des romans, on va nous en parler tout à l'heure. Mais elle a une espèce de continuité. Et dans l'exil, elle épouse en deuxième noces, son mari était décédé, elle épouse Benoît Malon. Et Benoît Malon représente un courant très intéressant du socialisme français, qui n'est pas tellement connu, mais qui est très réaliste, très réformiste d'une certaine manière, mais ce qui veut dire aussi qu'il prend les choses à bras le corps et qui essaie d'apporter des réponses concrètes à des problèmes concrets. C'est une tradition magnifique. Et vraiment, André Léo est quelqu'un qui a été oublié, injustement oublié, et que l'on redécouvre maintenant, et dont on va nous parler tout à l'heure, et je m'en réjouis beaucoup. Très bien, merci. Alors, au fur et à mesure que vous répondez aux questions, d'autres questions viennent. Donc, je vous donne la dernière, puis après, on passera à la suite, si vous en êtes d'accord, parce qu'il faut qu'on respecte effectivement le temps qui nous est imparti. Donc, quelqu'un qui vous remercie. Alors, je passe tous les remerciements infinis, etc., mais il y en a beaucoup et c'est normal. Une participante demande, je me permets de conseiller les travaux de Fanny Brugnon sur la violence politique des femmes, sur les stéréotypes et sur les femmes plus pacifiques, les femmes en prison, etc. Mais je veux dire, on peut aussi lire les ouvrages de Michel Perrault sur les prisons et qui vraiment a parlé effectivement de ces questions de violence et d'emprisonnement, etc. Et j'aimerais savoir, dit-elle, si vous avez pu faire un lien entre les communes de Paris, Marseille, etc., et la libre commune
d'Osaka, au Mexique, pardon, en 2006. Y a-t-il des ouvrages qui portent sur les femmes dans cette commune insurrectionnelle plus récente? Alors, je connais mal les travaux mexicains, mais ce que je sais, c'est que le Mexique est, comment dire, oui, célèbre beaucoup la commune Oui. de Paris, hein. Il y a dans le mouvement ouvrier mexicain très riche, notamment un courant libertaire qui a beaucoup célébré la commune de Paris. Moi, j'avais un étudiant qui s'appelle Miguel Rodriguez, on ne sait jamais, il peut peut-être nous regarder, et dans ce cas-là, je le salue, qui a travaillé surtout d'ailleurs sur le mouvement ouvrier français. Il a fait un livre sur le 1er mai, il a fait un petit bouquin sur le 1er mai. Et je discutais souvent avec lui du mouvement ouvrier mexicain et j'ai appris beaucoup de choses, bien que je ne sois pas du tout une spécialiste, sur le mouvement ouvrier mexicain. Il me disait, mais le mouvement ouvrier mexicain regardait beaucoup et la Révolution française, hein, et le mouvement ouvrier français. Donc oui, la Commune de Paris a certainement rayonné au Mexique. Merci beaucoup. Ce serait des questions, on en aurait 10 000 à vous poser. Je me souviens d'une anecdote que vous avez expliquée à propos de l'histoire des femmes en Occident. Vous avez expliqué que vous disiez, vous présentiez cela comme une histoire des femmes et que un jeune homme de l'Assemblée, certainement d'origine maghrébine, dites-vous, vous avez dit, mais est-ce que vous pouvez prétendre à l'universalité de cette histoire des femmes si vous ne parlez pas des combats et de l'histoire des femmes algériennes, etc. Et donc, depuis cette époque, vous avez continué à travailler. Est-ce que cette histoire mondiale des femmes, pour vous, verra le jour bientôt? Est-ce que c'est, comme vous le disiez dans d'autres ouvrages, l'histoire d'une autre génération, etc. Moi, je me rappelle que quand j'étais un petit peu plus jeune, mais pas si jeune que ça, je suis allée naïvement chez mon libraire en lui demandant une histoire des femmes. Et il m'a dit, mais il n'y a pas une histoire des femmes, il y a. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire des femmes en Occident et puis après, par rapport à certains pays, mais pas quelque chose de global. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on aura cette somme de l'histoire des femmes au niveau mondial? Je l'espère. Je l'espère. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a énormément de travaux, hein. Véritablement, les 50, peut-être les 30 surtout, dernières années sont marquées et actuellement par énormément de recherches sur l'histoire des femmes. Alors, plus ou moins, évidemment, ai-je besoin de dire que des pays comme l'Amérique en général, hein, Amérique du Nord, Amérique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de travaux en Amérique latine, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au Brésil, par exemple, il y a une école brésilienne d'histoire des femmes qui est remarquable, où il y a vraiment beaucoup de choses. Là où c'est peut-être un petit peu moins développé pour le moment, c'est l'Afrique, hein. Il y a une histoire des femmes africaines, il y en a des bouts, des bribes, mais il y a encore énormément à faire de ce côté-là. Ceci étant, dans tout le Maghreb, il y a du féminisme, il y a des féministes et qui travaillent sur la condition des femmes, et peut-être plus anthropologique, si vous voulez découvrir ce que sont la culture des femmes berbères, par exemple, c'est très important. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui se font partout. Alors, arriver à construire une histoire mondiale des femmes avec forcément des comparaisons, c'est un beau projet. C'est un projet qui émergera sûrement, mais j'imagine, avec une autre génération. L'Aterza, qui avait édité l'histoire des femmes en Occident, nous avait proposé cela. Il nous avait dit, mais maintenant que vous avez fait une histoire des femmes en Occident, pourquoi vous ne feriez pas une histoire mondiale des femmes? Mais à l'époque à laquelle il nous la demandait, c'était beau, c'était prématuré.
Parce que pour faire une histoire mondiale, il faut qu'il y ait des histoires sectorielles, hein, sur chaque pays. Donc il faut évidemment qu'elles se développent, mais ça existera certainement. Il y a de l'avenir, quoi. Oui, c'est l'avenir, d'accord. Merci beaucoup, merci infiniment Michel Perrault. Je vais donc passer à présent la parole avant Catherine, je vais passer la parole, je crois, à Blandine Métayer, parce que vous avez parlé de Louise Michel et il me semble que Blandine Métayer a quelque chose à nous dire de Louise Michel. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous lire une courte lettre de Louise Michel qu'elle a adressée à Georges Clemenceau en mars 1871 au nom du comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement qui administre l'arrondissement durant la Commune. Georges Clemenceau était alors maire de Montmartre. Notre comité républicain de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement, voulant prendre notre part de la tâche patriotique, vous demandons 1. Un pouvoir immédiat de procéder à une enquête dans chaque maison du 18e arrondissement afin de connaître le nombre de vieillards, des infirmes et des enfants, afin que la République ne soit pas trompée. 2. Pouvoir de requérir immédiatement les maisons abandonnées du 18e arrondissement afin d'y loger les citoyens sans abri et d'y établir des asiles où les enfants seront nourris. 3. Abolition complète dans le 18e arrondissement des ouvroirs religieux et des maisons de prostitution. 4. Fonte des cloches de Montmartre pour les canons. Merci beaucoup, Blandine, pour cette lecture de la déclaration de Louise Michel à Georges Clemenceau. Eh bien, donc maintenant, Catherine, donc vous aviez, comme je le disais tout à l'heure, Catherine Chatefaux, vous avez choisi de faire un zoom, un espèce de zoom avant, non pas le zoom de notre réunion, un zoom avant sur 6 femmes de la commune dont vous allez nous brosser le portrait. Il s'agit donc de Paul Mink, d'André Léo, d'Anne Jacquelard, d'Elisabeth Dimitrieff, de Nathalie Lemaine et de Victoire Tiner. Catherine, c'est à vous. Nous vous écoutons. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Simplement, quelques secondes pour se rappeler qu'elles avaient, avant le début de la Commune, déjà souffert tout le siège de Paris, le premier siège de l'hiver 70-71. Ça me frappe particulièrement parce que dans l'histoire de ma famille, il y avait quelques membres qui étaient à Paris à cette date et dont j'ai eu des témoignages par une correspondance. Donc, le siège de Paris, ça me parle. Donc, observons un peu leurs actions en tant qu'ambulancières, en tant que femmes actives. On va le voir dans la suite. Les images vont suivre si vous voulez bien. Voilà, les lieux, pour celles d'entre vous qui ne sont pas forcément parisiennes et ceux d'entre vous qui sont moins de Paris. Donc, le Vieux Paris, le centre, le cœur, l'hôtel de ville. Et puis, la première couronne donc, des faubourgs. Et ensuite, surtout, l'établissement des forts, des fortins, qui vont jouer un rôle considérable dans la résistance donc, des Parisiens et des Parisiennes et l'avancée donc, des troupes des Versaillais pendant les semaines de la Commune. Nous passons à la suite. Voilà. Peu d'images de femmes au moment même de la Commune, mais surtout des reconstitutions, puisqu'en définitive, il y a quelques photos que je vais montrer tout à l'heure, qui sont des portraits isolés, mais pour ce qui est du rôle des femmes, nous avons peu de choses sur les barricades, quelques documents qui ont été redessinés a posteriori, donc qui sont des interprétations à partir donc, de témoignages qui ont été livrés. On va regarder un exemple juste après. Voilà, là c'est simplement les métiers à Paris. Tout à l'heure, il a été question donc, des ouvrières, des lingères, des femmes qui travaillent dans le domaine de la couture et des industries de luxe. Une grande partie donc, de ces ouvrières se trouvait sur la partie nord, nord-est et est donc, de Paris. Tous ceux qui sont ouvriers journaliers apparaissent en noir sur les camemberts. En grisé, au contraire, apparaissent les ouvriers. Voilà.
Donc, on a vraiment la partie nord-nord-est. Alors, parmi les actions, les premières actions de ces femmes, il y a bien sûr le travail des ambulancières. Elles sont présentes immédiatement, même si elles n'ont en fait aucune formation. Elles vont donc faire les choses dans l'urgence. Ensuite, on fait appel à elles en tant que cantinières et elles vont aussi être soldates. J'ai mis bien sûr au féminin, puisqu'elles montent sur les barricades et plusieurs d'entre elles vont faire le coup de feu à plusieurs reprises. Elles seront aussi oratrices de club, comme l'a dit Madame Perrault tout à l'heure. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que ces femmes ont des actions croisées. Pas seulement une action, elles vont en fait aller dans l'urgence et dans les 72 jours, elles vont quelquefois être amenées à changer d'activité en cours de route, en fonction des nécessités. J'ai mis ici deux exemples donc d'ambulancières, deux qui ont des origines sociales tout à fait différentes. Eulalie Papavoine, une ouvrière, et Alice Millet, une jeune bourgeoise qui est arrivée à Paris quelque temps avant, qui est devenue ambulancière pour suivre son époux qui était donc garde nationale. Voilà, on va regarder maintenant l'ensemble des barricades. Alors, il y a quelques documents qui nous montrent les barricades tenues par les femmes. Ces documents sont extrêmement rares. Ce sont généralement ou des aquarelles ou des dessins qui ont été donc faits à partir de croquis donc d'origine, mais pour la partie même des photos, ce sont les grandes photos posées que l'on connaît, qui sont les grandes barricades avec donc les pavés au premier plan. Donc ça ne nous concerne pas directement. On va passer la suite. Oui, je pense qu'on peut regarder la suivante, si ça fonctionne. Voilà. Alors déjà, un petit ensemble de ces femmes. Je les ai réunies sur cette même feuille pour qu'on se souvienne qu'elles ont des origines très, très différentes. Là, bien sûr, ce sont des photos qui sont posées, qui sont le mode de photo que l'on pouvait utiliser à l'époque. Simplement, par leur coiffure, par leur costume, elles montrent des origines différentes. Il y a des provinciales, il y a des parisiennes, et puis j'ai laissé tout de même en bas le portrait en bas à gauche de Maria de Rem et le portrait de l'autre génération, Suzanne Voilquin, qui, elle, est encore habillée comme l'époque de 1848. Donc, en fait, c'est toute la continuité dont Madame Perrault a parlé tout à l'heure. Donc, ces femmes vont, au moment de la Commune, toutes récupérer finalement dans leur tradition personnelle, dans leur environnement, tout ce qu'elles ont déjà senti, en fait, des luttes des femmes. Et elles vont s'exprimer en fonction de leurs moyens, qui peuvent être extrêmement différents, et de leur caractère ou de leur mode d'action. On va le voir tout de suite, si vous voulez bien. La suivante. Voilà, Paul Mac. Elle était née en 1839. Alors, la caractéristique de Paul Mac, c'est d'abord son origine polonaise. En fait, son père s'était réfugié en Pologne dès 1830, au moment donc, de la suite des conflits, du partage de la Pologne, du rôle de la Russie. Donc, il n'est jamais retourné, bien sûr, en Pologne. Et donc, elle est née en France. Donc, elle a une culture, elle est allée à l'école donc, en France, et elle a déjà vécu dans un environnement donc, de militants et un environnement cosmopolite. Alors, dès 1867, elle est à Paris et elle a fait connaissance avec André Léo. Donc, elles sont toutes les deux déjà amies, elles ont des centres d'intérêt communs, elles vont donc militer avant la Commune. Donc, ça, c'est déjà un élément qui est intéressant pour nous. Il y a déjà des réseaux, des liens qui se constituent. Au moment de la Commune, Paul Mac est extrêmement sensible à la question de l'éducation, de l'enseignement des filles. Et donc, elle va tenter d'ouvrir, difficilement, une petite école professionnelle gratuite à Montmartre, qui était le quartier qu'elle habitait à ce moment-là. Son idée, c'est que si les filles doivent devenir indépendantes financièrement, elles ne le peuvent que si elles ont appris un métier. Donc, la première chose pour l'indépendance des femmes, c'est travailler. Et avec l'environnement des toutes jeunes filles qu'elle voit dans son quartier, elle pense qu'il faut leur apprendre un métier rapidement. Donc, elle ouvre cette première école professionnelle qui va durer effectivement quelques semaines, mais dont l'expérience ne sera pas oubliée. À la fin de la Commune, elle va connaître donc l'exil jusqu'en 1880, comme la plupart donc, des communardes qui ont pu échapper. En revanche, elle continue à travailler à partir de textes, d'articles. Elle va donc présenter donc, toutes les idées qu'elle a en quelque sorte entassées et qui sortiront après la Commune. Donc des réflexions sur l'éducation et des réflexions donc, sur le socialisme et qui vont donc la faire travailler pendant plusieurs années. Elle vivra jusqu'en 1901. L'autre élément, c'est la question des clubs, que j'ai dû mettre juste après. Je pense qu'on peut passer l'image. Voilà, merci. Alors, dans les personnes qui sont vraiment actives dans les clubs, dont Michel Perrault a parlé tout à l'heure, Paul Mac est une des grandes oratrices. Alors, bien entendu, la caricature s'est emparée d'elle. J'ai mis à droite pour vous amuser. Après la photo, on voit comment la caricature a été faite. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle est évidemment en haut d'une chaire. Donc, l'église est juste à côté à gauche, excellente pour l'acoustique. Et apparemment, des personnes très nombreuses venaient l'écouter parce qu'elle avait un talent
oratoire, une capacité de conviction assez extraordinaire. Et dans ces réunions, quelquefois on était très nombreux, il y avait des femmes et des hommes. Et ça, c'est tout à fait un élément qu'il faut ne pas oublier. Il y a des hommes qui viennent écouter les oratrices dans ces églises. Et alors les clubs sont assez nombreux. J'en ai recensé pour les plus connus une bonne quinzaine, rive droite, rive gauche. Un bon nombre dans les églises, bien entendu, et d'autres dans quelques cafés ou lieux qui étaient assez connus. Mais ces activités sont régulières. Les femmes viennent présenter leurs idées. Il y a des débats. Alors, quelquefois, les débats sont houleux, d'après ce que j'ai lu. Tout le monde n'a pas les mêmes idées, mais ce qui est important, c'est de s'exprimer. Et pour les femmes qui avaient été condamnées au silence pendant beaucoup trop longtemps, c'est une sorte d'exutoire fantastique de pouvoir dire ce que l'on pense et d'avoir autour de soi des personnes qui s'intéressent enfin à vos revendications. Je pense que ça devait être, à mon avis, excessivement jouissif, même si ça a duré 72 jours. Ce qu'il faut penser, c'est que la suite va continuer tout doucement, dans la deuxième partie donc, du siècle et jusqu'à la guerre de 14. Voilà. Donc voilà pour les clubs. On va regarder la suivante, si vous voulez bien. Voilà. André Léo, dont Michel Perrault a parlé, est né donc à Lusignan en 1824. Alors, elle a été très tôt une militante. Elle était issue d'un milieu, d'une petite bourgeoisie provinciale, mais avait reçu une très belle éducation avant d'arriver à Paris. Alors, une fois à Paris en 1866, elle a d'abord créé une petite association pour l'amélioration de l'enseignement des femmes. Donc, même souci que celui que nous venons voir pour Paul Minck, cette idée que si les filles veulent jouer un rôle dans la société, il faut d'abord qu'elles aient des armes, des outils, et donc l'instruction, en prenant le terme du 19e, c'est vraiment l'élément essentiel pour leur donner une indépendance. Donc, pendant la période de la Commune, en 1871, elle va participer donc, comme membre du comité des citoyennes du 17e arrondissement, donc juste à côté, et elle va coopérer pour la fameuse Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Ça, c'est la grande association qui va réunir un certain nombre donc, de femmes qui parfois venaient d'horizons différents, mais qui ont compris que pour que les choses avancent, il fallait savoir s'unir, même si on avait des points de divergence. L'union était essentielle. Donc, la défense de Paris, donc le côté patriote, vraiment, contre les Prussiens et contre cet écrasement effroyable, cette humiliation de la France. Deuxième élément indispensable, les soins blessés. Alors, elle participe à un très grand nombre de débats dans la Commune, mais elle va donc s'exiler en Suisse après 1871, mais continuer effectivement à écrire. Et nous avons donc choisi un texte que Blandine va lire. Ce petit texte est extrait d'un journal, La Sociale. Donc, l'autrice interpelle le général Dombrowski, chef d'état-major des communards, qui refuse de laisser intervenir des femmes dans les zones de combat, même pour soigner les soldats blessés. Blandine, à vous. Il faudrait raisonner un peu. Croit-on pouvoir faire la révolution sans les femmes? Voilà 80 ans qu'on le laissait et qu'on n'en vient pas à bout. La première révolution leur décerna bien le titre de citoyenne, mais non pas les droits. Elle les laissa exclus de la liberté, de l'égalité. Quand trouvera-t-on que cela a assez duré? Quand l'intelligence des républicains s'élèvera-t-elle jusqu'à comprendre leurs principes et leurs intérêts? Ils demandent que la femme ne soit plus sous le joug des prêtres, et il leur déplaît de la voir libre penseuse. Ils veulent bien qu'elle ne travaille pas contre eux, mais ils rejettent son concours dès qu'elle veut agir. Pourquoi cela? C'est que beaucoup de républicains, je ne parle pas des vrais, n'ont détrôné l'empereur et le bon Dieu que pour se mettre à leur place. Et naturellement, il leur faut des sujets, ou tout au moins des sujettes. Donc, André Léo, ici, parle des libres penseuses et du fait qu'on veut surtout empêcher les femmes d'avoir des initiatives et d'agir. Donc, c'est toujours la même question. L'espace public, l'espace privé, on les renvoie systématiquement dans l'espace privé pour se débarrasser d'elles, alors que quand elles ont envie d'avoir des initiatives, on essaie justement de les en empêcher. Et c'est ce point qu'André Léo va reprendre à plusieurs reprises. Elle avait déjà commencé, d'ailleurs avant la Commune, à écrire un certain nombre de romans. Alors, je crois qu'on va prendre l'image suivante, où il y a un extrait très court d'un des romans qu'il avait rendu connu avant la Commune. Voilà, c'est un tout petit extrait d'un livre de 1869 qu'elle avait intitulé « La femme et les mœurs ». Et dans ce texte, elle s'inspirait en fait de son environnement, de la manière dont les femmes vivaient, et elle essayait de rappeler une chose que tout le monde savait
mais auquel personne ne s'intéressait. Elle dit: c'est encore une nouveauté presque bizarre que de revendiquer la justice pour la femme, courbée depuis le commencement du monde sous un double joug, dans l'esclavage, doublement esclave. Esclave, toujours au sein de la famille libre, et maintenant encore, dans nos civilisations, privées de toute initiative, de tout essor, livrées soit aux dépravations de l'oisiveté, soit à celle de la misère, et partout, soumises aux effets démoralisants du honteux mélange de la dépendance et de l'amour. Donc là, on n'a pas besoin de se fatiguer pour lire entre les lignes. Donc la dépendance dans le mariage, le mariage forcé, le contrat, etc. Alors qu'en fait, à partir de là, on lui enlève toutes les possibilités qu'elle aurait finalement de se libérer, puisqu'elle n'a pas l'indépendance économique, qu'elle est donc de toute manière contrainte et toute initiative lui est retirée. Donc ça, c'est un des points sur lesquels André Léo va continuer à intervenir dans les textes qu'elle rédigera par la suite après la Commune. On peut peut-être passer à l'image suivante. Je crois, oui, voilà. Anna Jacquelard. Alors, Anne Jacquelard, en fait, est née en Russie, Anna Vassilievna Korvin-Krokovskaya. Elle arrive à Paris, en fait, en 1868, mais elle a déjà reçu une très belle éducation. Alors, de ces personnalités qui parlent le français, qui l'écrivent, évidemment, et elle trouve du travail, en fait, dans une imprimerie. Elle vient, en fait, en France parce qu'elle veut échapper à sa condition de jeune fille en Russie, et elle a déjà idée en fait d'agir, et pour agir, il faut qu'elle ait un travail et qu'elle soit salariée, qu'elle soit indépendante. Donc, elle trouve un travail dans une imprimerie. Elle fréquente à ce moment-là, à Paris bien sûr, les blanquistes. Elle rencontre Victor Jacquelard, qu'elle épouse quelques années par la suite. Simplement, le couple commence déjà à se faire remarquer par le gouvernement de Napoléon III, mais se fait remarquer par la police, par ses idées tout à fait, comment dirais-je, critiques, si bien qu'il décide tous les deux de s'exiler au plus vite à Genève, où ils vont continuer donc leurs actions dans le milieu international, donc de réfugiés et toutes sortes de liens avec les Russes que connaît déjà Anna Vassilievna. Au moment de la Commune, Anna revient donc à Paris. Elle va fonder avec André Léo un journal. Et elle va devenir membre du comité de vigilance de Montmartre avec Louise Michel. Donc là, vous voyez, le réseau commence à s'organiser. On voit que toutes ces femmes, donc plusieurs d'entre elles se connaissaient avant, d'autres font connaissance. Et là, le mouvement donc grossit, principalement autour donc, de Montmartre et de l'autre côté du 17e arrondissement. On verra tout à l'heure sur la question de plein Est. Alors, au moment de la fin de la Commune, comme elle a été très, très active pendant les 72 jours, elle est condamnée par contumace. Elle est donc obligée de prendre la fuite avec son mari, de partir à Londres. Ils ont réussi à se fournir des faux papiers, et elle restera quelque temps à Londres, où elle va rencontrer d'autres membres de la commune, donc de la communauté russe. Et par la suite, elle repartira en Russie en 1874. Elle y restera quelques années pour être en relation avec les mouvements russes anarchistes et les mouvements qui luttent contre la puissance du tsar. Mais par la suite, elle décide de revenir en France après 1880, après l'amnistie. Et elle continuera avec donc son époux à écrire des articles, à travailler dans les journaux, donc en relation avec les socialistes en France, tout en gardant en fait des relations épistolaires avec les Russes du mouvement donc Narodnik, auquel elle est attachée, bien entendu. Voilà, elle va donc vivre jusqu'en 1887 donc en France. Voilà pour cette personnalité d'origine russe. On va regarder, si vous voulez bien, une autre. Voilà, Élisabeth, la fameuse Élisabeth, Elisabetta Koucheleva, née en 1851, c'est la plus jeune en fait de toute cette équipe quand elle arrive à Paris. Alors en fait, son histoire à l'origine très curieuse. C'est la fille donc illégitime d'un propriétaire foncier russe relativement riche qui a déjà donc une épouse et des enfants, qui va tomber veuve quelques années après, mais il a choisi cette fille illégitime de la faire éduquer comme ses enfants légitimes. Elle va donc profiter de l'école, d'un précepteur, apprendre le français, avoir surtout une bibliothèque magnifique concernant les auteurs russes. Elle va lire un assez grand nombre d'entre eux. Donc, c'est une jeune fille qui est très, très jeune, a énormément de maturité et s'intéresse à la société qu'elle voit en ville, à la campagne. Elle a très bien compris aussi l'esclavage dans lequel vit la société russe de la campagne. Elle a compris aussi comment, à Moscou, comme à Saint-Pétersbourg, sont traités donc, les ouvriers. Donc, elle a une conscience vraiment très, très forte. Alors, elle choisit de faire un mariage de convention, ce qu'on appellerait presque un mariage blanc à notre époque, pour quitter en fait la Russie et pouvoir voler de ses propres ailes. Elle part donc dans un premier temps en Suisse avec son mari. Là, elle rencontre les mouvements cosmopolites qui sont donc liés aux Russes qu'elle connaissait déjà, et elle se décide pour partir à Londres. Alors, on se demande, a-t-elle été envoyée en mission à Londres pour
savoir ce qui se passait du côté donc, de Karl Marx et des premiers mouvements communistes, ça n'est pas très clair, les raisons de son départ à Londres. En tout cas, quand elle est à Londres, elle rencontre donc Karl Marx et on pense qu'elle a été envoyée en mission à Paris dès le tout début de la Commune. Donc, elle sera arrivée à Paris vraiment tout à fait première moitié du mois de mars. Et là, elle s'engage très, très activement auprès de Nathalie Lemel dans la fameuse Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Alors, tout le monde n'aime pas Elisabetta Košeleva, parce qu'en fait, c'est une personne qui est très décidée, très autoritaire, très carrée. Alors, elle veut tout organiser au millimètre. Donc, elle décide finalement qu'il faut faire des plans pour tout, et elle aime bien être tenue au courant de ce que font les membres de l'Union des femmes dans chacun des arrondissements donc, de Paris. Donc, elle a peut-être un côté un peu, comment dire, très directif, qui finalement, apparemment, ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, l'énergie qu'elle déploie fonctionne parfaitement. Elle combat sur les barricades. À plusieurs reprises, on la décrit comme portant effectivement le fusil et le pistolet. Elle va vraiment se donner à fond jusqu'à la fin de la Commune. Et au moment donc de la semaine sanglante, elle échappe à la répression. Elle rejoint donc d'abord elle passe par Genève, mais en fait, elle va ensuite repartir en Russie. Alors, la suite de son histoire est un petit peu compliquée parce qu'arrivée en Russie, elle a pour compagnon un personnage qui est un peu trouble et qui va lui causer toutes sortes de soucis, qui sera donc accusé, jugé et qui va se trouver envoyé en Sibérie. Comme elle a eu donc de lui 2 petites filles, elle va donc décider de le rejoindre en Sibérie, tout en continuant à écrire apparemment des textes, des articles. Et en définitive, quelques années après la mort de ce compagnon, elle reviendra donc à Saint-Pétersbourg, où elle vivra donc jusqu'en probablement 1918. On n'est pas très certain, on n'a pas de documents sur la fin de sa vie, mais on sait qu'elle s'est trouvée quand même écartée finalement des grands mouvements internationaux qui l'avaient tellement passionnée dans les années 1871. On ne comprend pas de quelle manière elle a finalement perdu le fil, perdu le lien avec principalement ceux qui se trouvaient à Londres et à Genève. Alors Nathalie Lemel, au contraire, est un personnage tout à fait différent. Née en 1826 à Brest, ses parents tiennent un petit café. Donc elle n'a pas du tout pu faire d'études, ça n'était pas possible. Elle a fait l'équivalent d'un début de l'école primaire. Ses parents immédiatement l'ont mise au travail et très jeune, elle devient ouvrière relieuse à Quimper. Elle est habile de ses doigts et les reliures de l'époque, c'est essentiellement de la couture de cahiers. Donc, on la met à ce travail, elle en vit à peu près correctement, et puis au bout de quelques années, elle rencontre donc un compagnon qui est dans la même activité, et ils décident tous deux de partir à Paris. Ils arrivent donc à Paris en 1865 dans l'espoir de trouver un peu plus de travail, et très vite, dans ce Paris de la fin du Second Empire, elle s'intéresse beaucoup à tout ce qu'elle ne connaissait pas, donc elle fréquente les clubs. Pour elle, c'est quelque chose de fantastique, de tout à fait extraordinaire. Quand on arrive de Quimper, arriver à Paris et fréquenter les clubs du centre de Paris, rencontrer d'autres femmes, elle rencontre aussi des gens passionnants comme Varlin, et elle se rend compte qu'il faut aider d'abord au niveau pratique les personnes qui sont dans la grande pauvreté. Et elle va se mettre en route pour faire une petite coopérative d'alimentation pour les ouvriers de son quartier, de petites popotes, de petites cantines. Elle va énormément donc déployer d'énergie avec finalement très peu de moyens, mais elle est très intéressée par tout ce qui est vraiment du domaine du pratique et de l'urgence. Alors, pendant la Commune de 71, Nathalie Lemel crée avec Elisabeth Mitrieff, donc l'Union des femmes pour la défense de Paris, les soins aux blessés. Donc, à la fois, elles vont se lancer dans les travaux d'infirmières, avec évidemment des auxiliaires. Il faut quand même s'imaginer qu'à cette époque, toutes ces femmes-là n'avaient aucune formation d'infirmière. Elles ont toutes appris sur le tas. Avec les conseils des uns et des unes, elles se sont débrouillées comme elles ont pu, surtout pour trouver du matériel et pour soigner. Elle va monter aussi sur les barricades, alors à Pigalle, donc à côté de la place Blanche, et elle va soigner donc les blessés autour des barricades. Alors, à la fin de cette période donc, de la Commune, à la fin du mois de mai, elle sera jugée, elle, au moment de la répression, n'a pas pu s'échapper, elle sera déportée donc, en Nouvelle-Calédonie, comme l'a été donc, Louise Michel, et elle reviendra, elle, beaucoup plus tard, en tentant finalement de survivre très, très difficilement, parce qu'elle avait quasiment plus de famille, plus d'amis. Donc, elle a tenté, en venant en France en 1880, de trouver un peu de travail dans un journal, comme relectrice dans un journal. Et puis, elle a quand même continué à lutter pour améliorer la condition féminine. Ensuite, elle est tombée gravement malade. Elle a commencé à perdre la vue et finalement, elle a fini sa vie à l'hospice d'Ivry-sur-Seine en 1921, totalement inconnue de la plupart des personnes, puisque finalement, ses derniers articles de presse étaient restés vraiment tombés dans l'oubli quasiment. J'ai noté juste après le portrait de voilà, Victoire. Alors, on va retourner du côté de l'éducation. Victoire Marguerite Tiner, née Guerrier, est arrivée à Paris en 1866. Elle avait déjà une formation donc d'institutrice
Et en arrivant à Paris, elle s'est installée dans le 13e arrondissement, donc là on change complètement de quartier, où elle a voulu tout de suite, en observant ce qui se passait, fonder une école professionnelle pour les jeunes filles de ce quartier très pauvre. Donc tout de suite, son idée, c'est vraiment que si les jeunes filles peuvent faire peu d'études, il faut leur donner chacune une profession pour les rendre indépendantes immédiatement dans leur vie quotidienne. Au moment des débuts de la commune, elle se rallie avec énormément d'enthousiasme à la commune. Et comme elle est déjà connue en tant qu'institutrice, personne solide et ayant prouvé donc qu'elle savait s'organiser, la commission de l'enseignement donc lui demande de travailler directement pour les livrets scolaires et pour les programmes. On va donc lui donner, Édouard Vaillant va lui confier en fait ce travail. Je pense qu'on peut voir la suite de l'image, si c'est possible. Et son travail va continuer pendant quelques années. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, elle va créer dès le 11 avril la fameuse commission d'enseignement qui lui demande donc de devenir inspectrice générale tout de suite des livres et des méthodes d'enseignement. Mais on lui donne aussi comme travail de regarder toutes les écoles de filles de la Seine. Alors, la Seine de l'époque, ça prend du monde. Elle ira même jusqu'à Noisy-le-Sec, j'ai trouvé un document sur elle, et elle joue un rôle à ce moment-là dans la laïcisation de l'enseignement, parce qu'elle essaie de montrer qu'il est absolument indispensable que toutes ces écoles de filles marquent bien la séparation entre l'instruction publique et ce qui est donc du domaine religieux qui est autre. Donc elle va dans les journées faire des inspections, et elle raconte que la nuit, elle était si fatiguée qu'il fallait quand même qu'elle reste travailler, voilà, et qu'elle rédige en fait les rapports que lui demande l'administration. Alors à la fin de la commune, elle va en fait être dénoncée par une de ses voisines, arrêtée à son domicile. Son mari aussi sera arrêté. Elle sera donc mise en difficulté. On tente de la juger. Elle échappe très difficilement. Une histoire assez rocambolesque sur son arrestation qui est assez curieuse. Finalement, elle fuit à Genève. De là, curieusement, elle part en Hongrie, où elle restera jusqu'en 1879, parce qu'entre-temps, elle avait 5 enfants, dont 2 petits, tout petits. Et en fait, avec l'aide de sa sœur, elle a réussi à les faire partir en Hongrie, où elle était en relation déjà avec quelques familles qui, à cette époque, prenaient, dans les familles de la bourgeoisie, des enfants de langue française, les gardaient en quelque sorte comme pensionnaires pour faire apprendre le français à leurs propres enfants. Donc, ça lui a permis d'avoir une sorte de petite pension pour que ses enfants puissent être pris en charge. Elle-même est restée donc là-bas, elle a donné goût de français, de grammaire, etc. Elle est ensuite revenue en France après l'amnistie pour reprendre des travaux donc de pédagogie et d'écriture. Alors, on a un texte que va nous lire Blandine, le texte de Victoire Tiner. J'ai travaillé au moins 20 heures par jour, courant la nuit les ministères pour assurer les subsistances dont ces messieurs ne s'étaient nullement inquiétés en désorganisant les services de l'assistance publique tenus par des religieuses. L'intendant général pourra certifier que je suis venu le trouver mercredi de la semaine dernière à minuit pour obtenir des rations d'une ambulance de nos écoles. Ayant la pratique de l'enseignement professionnel, j'avais cru devoir mettre activement la main à la mise en œuvre de l'importante maison fondée sous l'Empire par la ville de Paris pour les orphelins des familles impérialistes. Je n'ai pas reçu 1 centime pour l'approvisionnement d'un personnel de 200 personnes. Je me suis arrangée comme j'ai pu pour nourrir tout ce monde. Je n'ai jamais rien réclamé pour le surcroît de dépenses personnelles nécessité par un surcroît de déplacement. Alors, que sont devenues ces femmes dans les années qui ont suivi donc la commune? Oui, la semaine sanglante, mais simplement, c'était uniquement pour rappeler l'avancée progressive des troupes et les derniers quartiers, donc au-delà de Montmartre et ensuite Belleville, Faubourg Saint-Antoine, qui résistèrent et où se trouvaient nombreuses les femmes sur les barricades dont nous voyons les petites étoiles qui mentionnent les principales dernières barricades au moment donc de cette semaine atroce qui s'achève le 28 mai. Voilà. Arrestation, exécution. Un des documents présente Louise Michel, c'est un des portraits les plus célèbres qui a été une reconstitution qui a circulé énormément dans la littérature de l'époque, les fusillades en nombre avant le Père-Lachaise. Et puis, il y a un document qui provient de la prison. Voilà. Ce document est exceptionnel. Ce sont les communards qui sont emprisonnés à Versailles dans la prison des Chantiers. Alors, en fait, Appert, qui est un photographe célèbre, avait été donc demandé pour faire systématiquement tous les portraits des prisonnières individuellement. Et ensuite, on a demandé de faire une sorte de
photo-composition. Donc, il y a plusieurs photos que vous trouvez ici qui ont été réunies, premier, deuxième, troisième plan, avec le contexte ensemble, pour garder donc une trace de l'importance du nombre des femmes qui ont été rassemblées à la prison des Chantiers. Certaines d'entre elles avant avaient été à la prison Avenue de Paris, qui était trop petite, et on les a donc réunies dans la prison des Chantiers avant donc le moment même donc, du jugement. Et puis ensuite, il y a eu bien sûr le départ de celles qui avaient été envoyées donc au bagne. Voilà, donc c'est un document. Alors, on voit Louise Michel est en bas à droite, première, deuxième à droite, debout. Elle a une jupe claire et elle a les bras croisés. C'est Louise Michel, j'ai regardé le détail des photos. Et normalement, cette photo comportait des numéros et toutes les personnalités qui sont premier et deuxième plan sont toutes identifiées par le photographe. Voilà. Donc, Louise Michel, la légende de Louise Michel, alors là, la documentation est fabuleuse. Le costume donc de soldat, le moment donc de l'arrestation, les caricatures de la Vierge Rouge, alors il y en a des quantités dans toute la presse de l'époque, et puis aussi le Monde illustré qui montre toute l'activité de Louise Michel lorsqu'elle rentre en France. Elle va faire un certain nombre de grandes conférences, et il y a toujours énormément de personnes qui seront réunies, soit à Paris ou à Marseille, donc il y a toute une sorte de couverture de journaux qui parle effectivement des conférences de Louise Michel. Et je crois avoir mis juste après, il reste un document, voilà. Les années qui suivent, donc on a vu, elles vont toutes prendre des chemins différents. Elisabeth Dimitrieff s'exile, c'est la Russie, elle écrira quelques articles, ensuite elle disparaîtra donc des mouvements féminins. André Léo persiste en tant que militante socialiste avec son époux. Paul Minck essaye, malgré la répression, de ranimer le feu révolutionnaire en faveur de l'émancipation des femmes. Elle va aussi beaucoup écrire dans la presse. Anne Jacquelin rentre en Russie, est active auprès des mouvements socialistes locaux avant de revenir en France. Louise Michel se rapproche des mouvements anarchistes et des mouvements en faveur des prolétaires. Et Nathalie Lemel trouve du travail dans la presse difficilement en continuant de défendre la cause de l'émancipation économique des femmes. Quant à André Léo, après son retour d'exil en Suisse, elle écrit des articles dans la presse socialiste et elle écrit aussi un texte en 1899 extrêmement passionnant où elle parle de la nécessité de la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est vraiment un des derniers grands textes qu'elle écrit un an avant son décès, d'une clarté considérable. Elle avait déjà parlé beaucoup donc de l'éducation, de l'instruction publique, mais là, elle montre bien que pour que la République se consolide, il faut vraiment aboutir à la séparation de l'Église et de l'État. Alors, ces femmes restaient quand même toujours des menaces pour le gouvernement qui, en fait, les faisait suivre et surveiller par les forces de l'ordre. Donc, en fait, on a de temps en temps des informations sur elles parce que justement, lorsqu'elles se déplacent, les forces de l'ordre veulent savoir vraiment quel type de réunion elles vont mener, quel genre de choses elles ont écrit. Donc, elles ne sont pas vraiment des électrons libres, elles sont tout le temps surveillées, en fait, parce qu'on craint, et c'est le côté que je trouve très positif, on craint finalement qu'elles ne fassent à nouveau parler d'elles et qu'elles entraînent derrière elles beaucoup d'autres femmes à s'émanciper et à se libérer. Mais il faudra encore du temps, puisqu'on sait que Hubertine Auclair a beaucoup travaillé avant d'obtenir le chemin donc à la veille de 1914, bien sûr, de la demande du droit de vote. Mais c'est un combat de très longue durée, comme l'a montré Madame Perrault tout à l'heure. On va maintenant s'occuper des pétroleuses. Normalement, on a l'image des pétroleuses, voilà, et le film qui va nous être proposé, il provient en fait d'une petite émission qui s'est déroulée sur France Culture la semaine du 18 mars et qui voulait donc tordre le cou à cette fameuse image des pétroleuses. Donc, j'ai remis deux des donc caricatures que vous allez trouver dans l'extrait qu'on va vous montrer maintenant.
Très vite, en fait, le pétroleur va devenir la pétroleuse. On va accuser les femmes, les insurgés EES, d'avoir mis le feu à Paris. À partir de là, se diffuse l'idée de la pétroleuse, et la pétroleuse va devenir finalement va s'étendre à la communarde en général. Ça correspond à la frayeur que peuvent représenter les femmes qui participent à une insurrection, avec cet imaginaire que les femmes participent à la violence politique et donc sont même pires que les hommes dans la violence politique. Chez les anticommunards, de toute façon, ça correspond à l'idée que la commune n'a pas de projet politique ou social. C'est l'idée que la commune, c'est avant tout la destruction. Comparativement, il y a assez peu de femmes qui ont été arrêtées, puisqu'il y a environ 40 000 arrestations et il y a 1051, donc environ 1000 femmes qui ont été arrêtées. Les historiens disent souvent c'est parce que les femmes qui avaient participé à la commune ne correspondaient pas forcément aux femmes qu'on recherchait, c'est-à-dire qu'on recherchait des pétroleuses, on recherchait des prostituées, des femmes aux mauvaises mœurs, entre guillemets, alors que les combattantes étaient des femmes du peuple sans tous ces travers supposés. Il y a la volonté de mettre fin à l'ordre ancien. Il faut bien le voir, par exemple, avec le palais des Tuileries. Le palais des Tuileries, ça représentait la résidence des rois et puis la résidence de Napoléon III, enfin une des résidences de Napoléon III. L'hôtel de ville est aussi incendié et là, donc, c'est aussi un lieu de pouvoir. Juste une toute petite anecdote. Une année, j'ai dû faire un cours à Versailles, dans un grand lycée de Versailles. Il y a des étudiants de classe préparatoire parmi ceux que j'avais, et le mot de pétroleuse est sorti, et j'ose à peine vous dire tout ce que j'ai pu entendre comme horreur, donc j'ai immédiatement remis les choses au clair. C'était pas prévu, mais c'est sorti tel quel, et je me suis rendu compte que jusqu'à une époque pas très ancienne, ce terme de pétroleuse avait gardé une connotation, celle du soufre. Donc, j'ai rétabli les choses comme j'ai pu. Merci beaucoup Catherine. Quelques questions, enfin, ce n'est pas des questions, quelques observations en fait. Quelqu'une qui disait que Nathalie Lemel a vécu 95 ans, ce qui était quand même assez extraordinaire à cette époque, il y a 150 ans. À croire qu'effectivement la lutte
maintien en force et en énergie. Quelqu'une d'autre qui suggère, il y a une très belle BD, dit-elle, sur Nathalie Lemel qui s'appelle « Des graines sous la neige ». Donc, Oui, je ne oui, sais pas, je c'est la dans le chat, donc « Des graines sous la neige », retenez-le. Et quelqu'un d'autre qui dit qu'il est quand même triste de voir que 150 ans plus tard, les revendications des femmes, celles qui étaient par exemple dans la première lettre, celle de Louise Michel, je crois, pourraient encore être les nôtres. C'est-à-dire qu'il y a des avancées, il y a des reculs. C'est-à-dire c'est un pas en avant, un pas en arrière, si ça n'est deux. Et c'est vrai que le combat est toujours à remettre sur le devant, quoi. Enfin, que ça ne s'arrête pas d'un coup. Et comme Michel Perrault, qui est lauréate du prix Simone de Beauvoir, me contredira pas. C'est vrai que bon, c'est devenu un peu la tarte à la crème maintenant, donc j'ose même plus le dire, mais c'est vrai que Beauvoir a raison, quoi. C'est-à-dire que à l'occasion des crises, les femmes se révèlent. Enfin bon, les crises, il suffira d'une crise pour que les droits des femmes reculent, mais non seulement ça, mais à chaque fois qu'il y a des crises, les femmes sont au devant, ont un rôle premier, c'est-à-dire qu'elles se battent, qu'elles vont sur les barricades, que pendant la pandémie, là, depuis 1 an, elles ont été en première ligne dans les soignantes, dans les caissières de supérettes, etc. Et puis que dès que les choses rentrent dans l'ordre ou pas, d'ailleurs, elles sont reléguées à nouveau à leurs aimables babillages pour parler des pires réflexions ou à leur foyer. Et c'est vrai que c'est quand même, parfois ça donne un peu des bouffées de colère. Mais bon, en tout cas, alors on nous dit aussi ouvrage intéressant, petit dictionnaire des femmes de la commune, les oubliées d'histoire, de Claudine Ray, Annie Gayat, Sylvie Pépineau, aux éditions Le Bruit des Autres. Donc, écoutez, notez tout cela. Et est-ce que, je pense que Michel Perrault, et Catherine et Blandine, donc avant de vous remercier, est-ce que vous souhaitez dire un mot Michel, peut-être que vous souhaitez donner une petite conclusion. Votre micro est éteint. Votre micro est éteint. Est-ce que, Astrid, vous pouvez ouvrir le micro de Michel? Michel, votre micro est éteint. Ah, ça y est. Oui, je voulais surtout remercier mes 2 collègues de ce soir pour j'ai adoré les portraits, hein, ils sont magnifiques, et lecture de textes très bien choisis que vous aviez eu la gentillesse de me communiquer, qui sont tout à fait intéressants. On pourrait en donner beaucoup d'autres d'ailleurs, hein. C'est magnifique. Je voudrais signaler, oui, il y a toutes ces femmes méritent biographie, hein. Il y en a eu déjà, mais par exemple, Elisabeth Dimitrieff, il y en a une, mais sur Victoire Tiner, il y a une très bonne biographie de Claude Skolnick qui est parue à l'Harmattan, qui est tout à fait intéressante parce que Victoire Tiner, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant aussi. Mais je connaissais moins Anne Jacquelart et je rêve d'une biographie d'Anne Jacquelart parce que vraiment, elle est tout à fait passionnante. Autrement dit, oui, à la fois nous avons besoin de connaître les groupes, les gens inconnus, puis nous avons besoin d'héroïnes aussi, hein, de quelques figures comme ça qui nous donnent de l'humanité à ce qui a vécu, de la féminité à ce qui a vécu. Merci en tout cas. Merci beaucoup Michel. Catherine, est-ce que vous voulez dire un mot enfin, Très simple. C'est un petit mot au nom de l'association Réussir l'égalité femmes-hommes, dans laquelle je me trouve. Nous avons actuellement une activité qui consiste à aller dans les lycées et les collèges pour parler des femmes de la commune. Donc, j'ai vu des étudiantes de BTS hier. Je verrai des étudiants la semaine prochaine, des élèves de lycée, classe de première, des élèves de collège. Et donc, les professeurs nous ont demandé effectivement de parler des femmes de la commune.
Donc, on va se concentrer. Alors, on va donner quelques documents aux élèves, ils vont pouvoir poser des questions. L'idée, c'est qu'ils comprennent vraiment l'implication donc des femmes dans cette société. Donc, si on y arrive dans les quelques classes, ce seront des petites graines qui peut-être feront ensuite leur chemin. Nous l'espérons. Merci, oui, merci d'avoir rappelé effectivement que réussir l'égalité femmes-hommes, que vous faites partie de réussir l'égalité femmes-hommes, dont l'association, dont la présidente est aussi Huguette Klein, la secrétaire générale de la Clé. Donc voilà, la boucle est bouclée. Merci. Blandine, est-ce que tu souhaites, puisqu'on se tutoie, est-ce que tu souhaites dire un mot? Moi, j'étais ravie de participer à ce mardi de la clé, hein. C'est toujours un plaisir. Et puis d'être en si bonne compagnie avec Michel et Catherine qui nous ont vraiment régalé de toutes ces histoires de femmes incroyables. C'est là qu'on se rend compte qu'il y en a tellement, tellement. Et moi-même, je viens de finir une pièce sur les féministes du 19e siècle, de la fin du 19e siècle. Donc, ça se situe plus de 25 ans après la Commune, puisque ça se situe en 1897. Mais on parle de Maria de Rheims, et dans la pièce, il y a Léon Richer. Donc, j'ai un petit peu rajeuni parce qu'il était quand même un vieux monsieur en 1897, mais qui a toute sa place dans l'histoire, puisque j'ai inventé une fiction en fait qui se passe 9 mois avant le journal La Fronde. Et donc, ça se passe chez Maria Pognon, dans sa pension de famille, avec Marguerite Durand, qu'elle va aider. Voilà, évidemment, c'est une comédie. Il y a des choses très vraies, puisque je me suis basée vraiment sur des vérités historiques. Et puis, j'ai pris quelques libertés avec certains personnages. Mais vraiment, c'est incroyable tout ce que j'ai découvert quand j'ai écrit cette pièce, quoi. Toutes ces femmes incroyables, quoi. Et voilà, il y avait quand même des hommes. Et donc, je tenais à mettre dans la pièce au moins un homme féministe. Mais il a ses limites, ce qui me permet de faire des petits clins d'œil à certains de nos hommes qui nous soutiennent. Et puis, il y en a un autre, alors que j'ai totalement inventé, qui, lui, est le Candide de l'histoire, qui n'y connaît rien, qui est un jeune cousin de Maria, je ne sais pas si elle en avait, et qui débarque comme un cheveu sur la soupe à ce déjeuner en disant, alors voilà, lui, il représente les hommes qui trouvent qu'il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Je lui dis, mais enfin, un homme est un homme et une femme est une femme, et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, ça crée aussi du comique dans la pièce. Donc, il y a beaucoup d'humour, mais pas que. On apprend beaucoup de choses, puisque j'arrive à parler de tous les sujets actuels. Voilà. Merci beaucoup, Blandine. On nous demande quand se jouera la pièce. Donc, nous sommes en train d'essayer de monter une production, mais il y a 7 personnes sur scène en costume. Donc, ça demande beaucoup de moyens, mais on va y arriver. Merci, bien sûr. Merci beaucoup. Écoutez, les remerciements pleuvent pour nos 3 conférencières, nos 2 historiennes, notre comédienne complice, et pour le magnifique moment que nous avons passé, notamment grand merci à toute l'équipe et à toutes les personnes qui sont intervenues, et un très beau moment de mémoire et de transmission, nous écrit-on, et je pense qu'effectivement, merci mesdames, pour non seulement pour le contenu et la magnifique présentation que vous avez faite les unes et les autres, et Blandine, de ton illustration parfaite, mais merci aussi de nous donner de la force, c'est-à-dire que quand on vous écoute, quand on vous lit, on reprend, ça nous revigore, et on se dit, malgré les difficultés, malgré les reculs, etc., les femmes sont des sacrées bonnes femmes. C'est-à-dire qu'on est des résilientes, on est des combattantes, et on ne lâche jamais. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Merci à toutes et tous d'avoir participé aussi nombreux et aussi attentivement à tout ce
ce mardi de la clé. Et puis le prochain aura lieu en juin sur les femmes et les sciences. Autre vaste sujet. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous et à dans un mois. Au revoir.